Miyamoto Musashi était un légendaire sabreur japonais, stratège, artiste et écrivain, dont le nom est devenu immortel grâce au récit de son habileté inégalée et de son palmarès ininterrompu de 62 duels, dont la plupart étaient à mort. Sa vie est une trajectoire incroyable, allant de la sauvagerie de la jeunesse à la profonde sagesse de l'âge. Célébré comme un Kensei ou saint de l'épée, Musashi a été honoré d'un titre réservé aux guerriers dont la maîtrise dépasse même les plus grands maîtres de l'épée, un statut auquel beaucoup aspirent, mais que peu atteignent réellement. Il était le fondateur du Niten Ichiryu, un style distinctif d'escrime connu pour l'utilisation de 2 sabres. Cette technique, révolutionnaire à son époque, est devenue la marque de son approche du combat. Cependant, l'influence de Musashi va au-delà du champ de bataille. Il est l'auteur du livre des 5 anneaux, une œuvre intemporelle de stratégie martiale, de philosophie et de sagesse spirituelle. On pense que Musashi a combattu lors de la bataille décisive de Sekigahara, le plus grand et le plus important affrontement de l'histoire féodale du Japon. Il a également participé au siège d'Osaka, une série de conflits brutaux entre le shogunat Tokugawa et le clan Toyotomi. Cette campagne s'est terminée par la chute des Toyotomi et a marqué la fin de la période Sengoku, une époque de guerre sans fin. À ce jour, Musashi est largement considéré comme le plus grand épéiste de tous les temps. Son héritage perdure non seulement à travers les récits de sa prouesse au combat, mais aussi dans la sagesse de ses écrits, qui continuent d'inspirer des guerriers, des philosophes et des chercheurs de vérité à travers le monde. Voici son histoire. Miyamoto Musashi est né en l'an 1584, dans la province de Harima, à une époque de grands bouleversements. C'était le dernier chapitre de l'âge d'or des samouraïs, lorsque les dernières batailles décisives des guerres féodales étaient livrées. Il est venu au monde en tant que membre d'une famille de samouraïs, imprégné des traditions de discipline martiale et d'honneur. Son père, maître d'épée et chef de son propre dojo, était à la fois habile au combat et d'un caractère sévère. Pourtant, derrière le masque de l'autorité, il nourrissait du ressentiment envers son fils. Voyant chez le jeune Musashi un esprit rebelle, arrogant, critique et désobéissant, leur relation était distante et amère. À l'âge de 8 ans, incapable de supporter la froideur et la nature autoritaire de son père, Musashi s'enfuit de chez lui et trouva refuge auprès de son oncle Dorin, un moine bouddhiste. Pendant 5 années formatrices, Dorin a cultivé les talents du garçon, non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans la calligraphie et la peinture, cherchant à tempérer la fougue du jeune garçon par la discipline spirituelle et artistique. Mais la flamme de la nature fougueuse de Musashi brûlait toujours, et lorsqu'il atteignit l'âge de 13 ans, le cours de sa vie prit un tournant décisif et violent. Un jour, un sabreur itinérant nommé Harima Kihei arriva au village, un duelliste chevronné qui avait parcouru le Japon pour perfectionner ses compétences au combat. Avec une audace sans peur, le jeune Musashi défigura la vie affichée et inscrivit hardiment son propre nom à la place de celui de l'adversaire prévu. C'était un acte de défi et d'imprudence qu'on ne pouvait pas ignorer. Lorsqu'un messager arriva au temple de Dorin pour annoncer qu'Harima avait accepté le défi, le moine fut stupéfait. Il plaida en faveur de Musashi, soulignant la jeunesse et l'inexpérience du garçon. Mais Harima resta inflexible. La seule rédemption qu'il accepterait serait des excuses personnelles, présentées à l'heure et à l'endroit convenus. Le jour du duel arriva. Alors que Doran commençait à présenter ses excuses, Musashi s'élança en avant, brandissant un bâton en bois de 6 pieds. D'un cri, il défia directement Harima. Le sabreur répondit par une frappe rapide de sa lame, mais Musashi esquiva, réduisit la distance et projeta Harima au sol. Alors qu'il peinait à se relever, Musashi le frappa entre les yeux et lui infligea une violente correction, le rouant de coups jusqu'à la mort avec son bâton.
Le meurtre d'Arima fut brutal, psychotique, dépourvu de tout style ou technique formelle, mais Musashi avait remporté son premier duel et tué son premier homme à l'âge tendre de 13 ans d'Anse. En l'an 1599, à l'âge de 15 ou 16 ans, Musashi quitta son village et ne se retourna jamais. Il confia les biens de sa famille, les meubles, les armes et autres objets de valeur à sa sœur et à son mari. À partir de ce moment-là, il vivrait selon un seul et unique principe inébranlable. Le but de tout duel est de gagner par tous les moyens nécessaires. Cette philosophie intransigeante a façonné sa voix, lui permettant de forger un style d'escrime unique et mortel. Adoptant la vie d'un guerrier errant cherchant à affiner son esprit martial, Musashi parcourait le pays en quête de défis et de combats. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il a consigné un exploit remarquable dans ses propres écrits. À l'âge de 16 ans, j'ai terrassé un stratège compétent, Tadishima Akiyama, une rencontre qui s'est presque assurément terminée par la mort d'Akiyama. En l'an 1600, Musashi s'est retrouvé entraîné dans l'un des événements les plus décisifs de l'histoire japonaise, la bataille de Sekigahara. Pendant plus d'un siècle et demi, le Japon avait été déchiré par la guerre civile, des seigneurs rivaux se disputant le titre de shogun, le souverain militaire suprême du Japon. 2 ans plus tôt, en 1598, Toyotomi Hideyoshi, l'homme le plus puissant du Japon, était mort, laissant son fils de 5 ans comme héritier. Dans la lutte chaotique pour le pouvoir qui s'ensuivit, plus de 160 000 guerriers convergèrent vers les plaines près du village de Sekigahara. Les forces pelins se sont regroupées en 2 grands camps, l'armée de l'Ouest, composée de seigneurs de guerre loyalistes combattant au nom du jeune héritier de Hideyoshi, et l'armée de l'Est, dirigée par Tokugawa Ieyasu, l'un des, sinon le plus puissant seigneur de guerre du Japon. Parmi cette mer de guerriers se trouvaient des milliers de sabreurs errants, espérant gagner honneur et emploi sur le champ de bataille. Musashi était l'un d'eux. Il rejoignit l'armée de Ukita Haidei, un éminent daimyo et général de la coalition de l'Ouest. On dit que Musashi s'est battu aux côtés des hommes de Ukita lors de ce qui devint l'un des affrontements les plus féroces de la bataille. Musashi allait combattre contre les troupes de Fukushima Masanori. Au début, les forces de Ukita repoussèrent leurs ennemis, prenant l'avantage mais les rançant, en protocar combattant, mais le désastre ne tarda pas à frapper. À l'insu des forces de Ukita, plusieurs généraux alliés avaient secrètement fait défection au camp de Tokugawa. Alors que les traîtres se retournaient contre leurs anciens camarades, le cours de la bataille changea brutalement. L'armée de l'Est prit le contrôle du champ de bataille, et les forces de l'Ouest furent écrasées. Comment Musashi a survécu à ce bain de sang reste un mystère. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est battu avec courage et distinction. Bien que ses espoirs d'obtenir un titre de samouraï aient été anéantis, les guerriers survivants, blessés et en armure, furent traqués et massacrés. Musashi, échappant de justesse à la mort, devint un fugitif. Bien qu'il ait tout risqué et tout perdu, la bataille laissa une marque indélébile sur son esprit. Il méditerait sur ses leçons pour le reste de sa vie. Pendant les 4 années suivantes, Musashi erra à travers le pays sans richesse, sans armure et sans réputation à son nom. Il vivait dans une pauvreté quasi totale, se levant avec le soleil et consacrant d'innombrables heures chaque jour à la poursuite acharnée de la maîtrise et de l'art du sabre. Le jeune homme impulsif et sauvage qui avait autrefois cherché la gloire dans le sang avait commencé à changer. Ses rencontres avec la mort et le chaos des combats avaient forgé son esprit. Dans la solitude et l'adversité, une discipline plus profonde s'est enracinée. Au cours de cette période de transformation, Musashi a perfectionné sa technique distinctive des 2 sabres, une forme de combat révolutionnaire qui allait devenir à la fois son héritage personnel et un art martial reconnu. Contrairement au style traditionnel, qui reposait sur l'utilisation d'un seul sabre à 2 mains,
La méthode de Musashi mettait l'accent sur l'équilibre, la fluidité et l'adaptabilité en utilisant un sabre dans chaque main. Il pensait que tenir une arme à deux mains limitait l'amplitude des mouvements et ralentissait la réaction du guerrier. Son innovation permettait une forme de combat plus dynamique et réactive, adaptée à l'imprévisibilité des véritables batailles. Après des années de réclusion et d'autodiscipline, s'entraînant souvent seul dans les montagnes, Musashi est sorti de la nature sauvage, n'étant plus un vagabond téméraire, mais un guerrier d'une habileté redoutable. Le jeune guerrier allait bientôt se rendre à Kyoto. En l'an 1604, Musashi arriva dans la ville, qui était alors la capitale impériale du Japon. Depuis 4 ans, Musashi vivait en reclus, se consacrant entièrement à la perfection de sa technique des 2 sabres. À présent, à l'âge de 21 ans, il sortit de l'obscurité avec un objectif unique, acquérir la renommée en tant que l'un des plus grands guerriers du Japon. Il comprenait que s'il pouvait vaincre les maîtres de l'une des écoles de sabre les plus prestigieuses de Kyoto, son nom se répandrait à travers le pays comme une traînée de poudre. Les frères Yoshioka, Seijuro puis Shishiro, étaient les chefs de la célèbre école d'arts martiaux Yoshioka. Leur réputation était terrible. Pour comprendre le prestige de leur école, il faut savoir que les Yoshioka avaient autrefois été les instructeurs officiels d'escrime des shoguns à Ashikaga, les dirigeants les plus puissants du Japon. Parmi leurs élèves notables figurait Ashikaga Yoshiteru lui-même, un shogun célèbre pour sa maîtrise légendaire du sabre. De son vivant, il était considéré comme l'un des meilleurs bretteurs du pays. Des 2 frères, Seijuro était l'aîné, connu pour sa concentration intense et son calme, des traits qui lui donnaient un avantage certain au combat. Son jeune frère Shishiro, lui, était impulsif et colérique. Lorsque Musashi les a défiés, ils se sont moqués de l'idée. Pour eux, il n'était qu'un vagabond sans nom, guère plus qu'un paysan. Pourtant, ils ne pouvaient ignorer sa lignée. Le père de Musashi, Shinmen Munisei, avait autrefois été considéré comme un maître épéiste à part entière, et cette réputation exigeait que les Yoshioka acceptent le défi. La légende raconte que, du vivant du shogun Yoshiteru, un duel officiel fut organisé entre l'école Yoshioka et le père de Musashi. Munisei avait gagné par 2 victoires à 1, un résultat qui blessa l'orgueil des Yoshioka. Ce souvenir restait une offense transmise de génération en génération. Maintenant, avec Musashi devant eux, ils voyaient une occasion non seulement de prouver leur propre supériorité, mais aussi de venger l'honneur de leurs prédécesseurs. Furieux et désireux de restaurer le nom de leur famille, ils acceptèrent d'affronter le jeune guerrier. Selon la légende, le jour du duel fixé, Yoshioka Seijuro, l'aîné des 2 frères, se tenait prêt et calme, attendant son adversaire. Pourtant, Musashi était introuvable, les heures s'écoulaient. Ce retard n'était pas un accident, mais une ruse délibérée. La façon de Musashi de déstabiliser son adversaire avant même de dégainer son sabre. À chaque instant qui passait, la concentration légendaire de Seijuro commençait à s'effriter. Enfin, Musashi apparut, calme et impassible. À ce moment-là, le légendaire sang-froid de Seijuro s'était fissuré. Les 2 hommes se faisaient en face, chacun armé d'un beau couteau, un sabre d'entraînement en bois. Selon les termes, une seule frappe déciderait du vainqueur. Avec une précision clinique, Musashi fit un pas en avant et asséna un coup écrasant à l'épaule gauche de Seijuro, lui brisant le bras et mettant fin au duel. Honteux et brisé, Seijuro renonça à son titre de chef des Yoshioka et se retira du monde des guerriers, embrassant la voie paisible d'un moine zen. Mais le nom des Yoshioka n'avait pas encore épuisé sa fureur. Le frère cadet, Denjishiro, fougueux et avide de vengeance, défia Musashi dès le lendemain, cette fois pour un duel à mort.
Encore une fois, Musashi arriva en retard, attisant la colère de Denjichiro jusqu'à l'imprudence. Dès le début du duel, Musashi ne perdit pas de temps. D'un seul coup rapide à la tête, il terrassa son adversaire instantanément et, selon certains récits, il le frappa si fort qu'il mourut sur le coup. Avec la défaite des deux frères, l'école Yoshioka, autrefois une institution vénérable de l'escrime, était en ruine, son héritage brisé par la main d'un ronin obscur venu d'un village rural. La direction du clan revenait désormais à un garçon de seulement 12 ans, nommé Matashichiro, désespéré de restaurer l'honneur de sa famille. Le jeune héritier défia officiellement l'homme qui les avait déshonorés. Le duel était fixé au crépuscule, un détail qui éveilla les soupçons de Musashi. Sentant la trahison, il arriva sur les lieux en avance et se dissimula dans l'obscurité environnante d'un temple. Sa prudence était bien fondée. Lorsque le jeune garçon arriva, il n'était pas seul. Des hommes armés, des épéistes, des archers et des fusiliers se cachaient dans l'ombre, prêts à tendre une embuscade. Le garçon n'était que l'appât. Avant qu'il ne puisse agir, Musashi frappa. Surgissant de l'obscurité, il fonça sur le garçon et le décapita d'un seul coup impitoyable. Entouré d'ennemis, il dégaina son deuxième sabre et se fraya un chemin à travers l'embuscade, abattant ceux qui voulaient m'enlever sa mort avant de disparaître dans les rizières au loin. Ainsi l'école Yoshioka fut anéantie. Entre les années 1605 et 1612, Musashi parcourut le Japon lors de ce qu'on appelait un pèlerinage du guerrier, une quête personnelle de perfectionnement martial. Au cours de son voyage, il participa à de nombreux duels, aiguisant ses compétences à chaque affrontement. En l'an 1607, à l'âge de 24 ans, Musashi chercha un adversaire redoutable, aujourd'hui connu uniquement par son nom de famille, Shishido. Cet homme était un escrimeur respecté, célèbre pour sa maîtrise du kurasigama, une arme composée d'une faucille attachée à une chaîne avec une extrémité lestée. Ayant entendu la légende grandissante de Musashi, Shishido voulait mettre fin à son invincibilité. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Shishido a immédiatement commencé à faire tournoyer la chaîne de son arme, le poids en fer sifflant dans l'air en arc mortel. Musashi observait attentivement le mouvement, admirant même l'élégance de la technique, afin d'évaluer la distance et la portée de l'arme tournoyante. Musashi passa son long sabre dans sa main gauche et dégaina son sabre court de la main droite, adoptant la garde inversée peu orthodoxe à deux sabres. Puis, sans hésiter, il avança en faisant tournoyer le sabre court au-dessus de sa tête. Dans un mouvement étrange, presque hypnotique, Shishido fut pris de court. La vue de la lame tournoyante le troubla, brisant sa concentration. Alors que Musashi réduisait la distance, Shishido commença instinctivement à reculer. À cet instant critique, alors que son adversaire commençait à reculer, Musashi lança le sabre court avec une vitesse et une précision stupéfiantes. La lame frappa Shishido en plein dans la poitrine. Sans hésiter, Musashi s'élança en avant et termina le duel, abattant son adversaire stupéfait d'un seul mouvement fluide. Après avoir vaincu Shishido, Musashi se rendit dans la nouvelle capitale, Edo, attiré par le défi d'affronter ceux qui jouissaient d'une réputation redoutable. Il livra de nombreux duels, mais les adversaires se faisaient de plus en plus rares. En l'an 1612, à l'âge de 29 ans, il arriva dans la région de Chugoku. Pendant les 2 années précédentes, il était resté à Edo, cherchant à organiser des duels, mais son statut de hors-la-loi jetait une ombre sur lui, l'empêchant d'affronter les meilleurs sabreurs de l'époque. Frustré mais non découragé, il reprit la route avide de combat. Pourtant, même cette voie l'était entravée, car la rigidité de la bureaucratie exigeait que chaque duel soit officiellement approuvé, un processus ralenti par de nombreux retards.
Muso Gonosuke était un samouraï renommé et le fondateur traditionnel de l'école Korui de Jojutsu, l'art martial du bâton court. Comme Musashi, il était un sabreur itinérant animé par la recherche d'adversaires dignes et le perfectionnement de sa technique. En plus de ses duels, il enseignait l'escrime à quelques élus, et sa réputation grandit en tant que guerrier redoutable qui, selon la légende, avait vaincu nombre des meilleurs du Japon sans jamais connaître la défaite lui-même. On disait même qu'il avait déjà affronté et vaincu le père de Musashi. Lorsque Musashi se présenta devant lui, Konosuke aurait demandé, avec une pointe de dédain, si la technique du fils égalait celle du père. Musashi répondit calmement « Si vous avez vu la technique de mon père, alors vous avez vu la mienne. » Le duel commença. Konosuke, débordant de confiance, se jeta en avant, sabre à la main, mais Musashi, calme et posé, esquiva le coup sans effort. En un éclair, il croisa son long et son court sabre en une parade en forme de X, piégeant la lame de Gonosuke et stoppant l'assaut avec un contrôle impeccable. Stupéfait par la facilité avec laquelle il avait été déjoué, Gonosuke se retira en silence, la défaite le blessant plus profondément que n'importe quelle lame. En quête de compréhension, il se retira dans un monastère où il se consacra à la méditation et à l'introspection. Le duel le plus célèbre de Musashi fut contre le célèbre samouraï Sasaki Kojiro. Guerrier si habile avec le sabre qu'il gagna le redoutable titre de démon des provinces de l'Ouest. Selon la légende, au printemps de l'an 1612, Musashi, âgé de 29 ans, se rendit à Kokura, dans le nord de Kyushu. Là, il fut accueilli par Nagaoka Sado, un samouraï vassal du clan Hosokawa et ancien élève du père de Musashi. Par le destin ou le hasard, un autre grand sabreur se trouvait à Kokura au même moment, Sasaki Kojiro. Alors que Musashi était encore en train de se forger une réputation de duelliste, Kojiro était déjà un maître bien établi, largement considéré comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur sabreur de tout le Japon. Sa réputation le précédait. Non seulement il était inégalé au combat, mais il était aussi connu comme un homme raffiné, cultivé, élégant et maître dans l'art des bonnes manières. À cette époque, Kojiro séjournait au château local en tant qu'invité d'honneur de la famille Hosokawa. La rumeur disait qu'il allait bientôt rejoindre la suite personnelle de Hosokawa Tadaoki. Kojiro était particulièrement vénéré pour une technique de son invention, la reprise de l'hirondelle. L'histoire la décrit comme une manœuvre trompeuse où, après avoir porté un puissant coup vers le bas, l'escrimeur tordait soudainement son poignet pour lancer une frappe ascendante tout aussi mortelle, prenant ainsi son adversaire par surprise. Selon la légende, Kojiro avait perfectionné ce mouvement en tranchant des hirondelles en plein vol avec son katana. D'autres affirmaient que la technique imitait le mouvement fluide et imprévisible d'une hirondelle juste avant de s'envoler. Musashi, cependant, était un tout autre type de guerrier, mystérieux et non conventionnel. Il était apparu apparemment de nulle part, ne revendiquant ni maître, ni école, ni lignée. Bien que son habileté fût indéniable, beaucoup le considéraient encore comme un vagabond dangereux, un solitaire imprévisible qui défiait la tradition. Pourtant, l'opportunité était irrésistible pour lui. Affronter un bretteur de la stature de Kojiro était un défi que Musashi ne pouvait pas ignorer. Il envoya la lettre de défi habituelle que Kojiro accepta sans hésiter. La situation était complexe. Miyamoto Musashi, invité d'un vassal des Hosokawa, défiait un autre invité du seigneur Hosokawa lui-même. Cependant, aucune objection ne fut soulevée et le défi fut accepté par Kojiro. Le duel était fixé à 8h du matin, le 14 avril, mais à la veille du combat, Musashi disparut. Une fouille fut menée à travers Kokura, mais Musashi avait disparu aussi silencieusement qu'une ombre au crépuscule. Le matin du duel se leva, clair et tendu.
Sasaki Kojiro arriva sur la plage précisément à l'heure convenue, vêtu impeccablement de ses plus beaux habits. Sa posture était sereine, son esprit affûté pour le duel à venir. Mais aucun signe de son adversaire. Les minutes s'étirèrent en heures. Kojiro et les témoins rassemblés restaient debout à attendre, leur impatience se transformant peu à peu en malaise. Puis, au loin sur l'eau, une petite barque apparut, avec sa figure de proue reconnaissable entre toutes. C'était Musashi lui-même. Plus tôt ce matin-là, des samouraïs du clan Hosokawa l'avaient retrouvé profondément endormi dans une modeste auberge. Quand ils l'ont réveillé, il a pris son temps pour le petit déjeuner et s'est habillé sans se presser. Il ne montra aucun signe qu'il s'apprêtait à entrer dans un duel qui pourrait lui coûter la vie. Musashi est arrivé sur l'île bien après l'heure prévue, mais totalement calme. Il n'y avait pas la moindre trace d'anxiété dans son attitude. Il ne portait aucun vêtement cérémoniel, seulement les habits usés de sa vie quotidienne. Les manches de son kimono étaient un peu nouées derrière son dos, avec un ruban pour faciliter ses mouvements, et une serviette grossière entourait son front. Dans ses mains, il n'y avait pas de lame polie, mais un sabre en bois taillé ce matin-là dans une rame de bateau, grossier dans sa forme, mais manié avec détermination. Devant lui se tenait Kojiro. Modèle d'élégance, vêtu de tissus somptueux et tenant une arme magistralement façonnée. Le contraste était saisissant, le raffiné face au brut, le formel face au sauvage, un homme de tradition face à l'aventurier guidé par l'instinct. Ils étaient le jour et la nuit, reflétant chacun l'opposé de l'autre. Dès que Kojiro le vit sortir du bateau, il le réprimanda depuis la rive. « As-tu si peur que tu as oublié l'heure de notre duel ?» lança-t-il. Musashi ne dit pas un mot et resta simplement en garde avec son sabre en bois. S'approchant de son adversaire, Kojiro se prépara à l'affronter, dégaina son katana et jeta le fourreau au sol. Cet acte signifiait que le combat serait à mort. Alors que les vagues emportèrent le fourreau de Kojiro au large, Musashi esquissa un sourire moqueur. « Tu as déjà perdu, Kojiro, dit-il calmement. L'issue de ce duel est décidée. » Kojiro perplexe plissa les yeux. « De quoi parles-tu » Musashi répondit sur un ton aussi désinvolte que s'il commentait la météo. Depuis quand un guerrier voulant survivre jette-t-il le fourreau de son épée ? Musashi était un maître non seulement de la lame, mais aussi de l'esprit. Ses paroles, tout comme ses retards, étaient des armes en soi. Des actes subtils de guerre psychologique destinés à déstabiliser son adversaire. Le fourreau abandonné, le retard de plusieurs heures, la tenue peu orthodoxe, tout cela était des manœuvres calculées dans un jeu que Kojiro commençait à peine à comprendre. Bien que Kojiro gardât son calme, l'arrogance de Musashi le blessait plus profondément que n'importe quelle épée. Déterminé à faire taire cette arrogance, Kojiro leva haut sa lame, adoptant la garde haute et se préparant à frapper. Il abattrait son épée redoutable sur le front de Musashi et mettrait fin au duel d'un seul coup. Mais Musashi bougeait déjà. Alors que la grande lame de Kojiro fendait l'air tel un éclair, celle de Musashi s'abattit au même instant, son sabre de bois décrivant un arc vers le bas, visant directement la tête de Kojiro. En un seul souffle, le destin fut scellé. Les deux coups frappèrent presque simultanément. Puis le silence. Les deux guerriers restèrent de figés, bloqués dans les postures finales de leurs attaques, immobiles comme des statues. Un silence feutré tomba sur la plage, le temps lui-même sembla s'arrêter, personne n'osa respirer. Puis en doucement, la serviette nouée autour du front de Musashi se détacha. Elle avait été tranchée net en deux. Les morceaux furent emportés par le vent et dérivèrent couffant comme des pétales tombés. Et l'instant d'après, Kojiro s'effondra, silencieux, sans vie, sans un bruit. Enfin Musashi bougea.
Il fit un pas en avant, réduisit la distance en 2 foulées et porta un dernier coup rapide pour s'assurer de la fin de son adversaire. Il se tenait au-dessus du corps de Kojiro, impassible, observant jusqu'à la disparition du dernier signe de vie. Puis, sans un mot, il se tourna vers les témoins rassemblés. Il s'inclina calmement, puis se dirigea avec détermination vers le bateau qui l'attendait. Il monta à bord sans hésitation et partit en direction du continent. Il resta debout en silence, les yeux fixés sur la mer ouverte devant lui, tandis que les vagues l'emportaient loin du rivage vers la légende. Du moins, c'est ce que raconte l'histoire. Entre les années 1614 et 1615, Musashi a participé au siège d'Osaka, un conflit décisif entre le shogunat Tokugawa et le clan Toyotomi. Au cœur du conflit se trouvait Toyotomi Hideyori, fils du défunt Toyotomi Hideyoshi, autrefois l'homme le plus puissant du Japon. Pendant des années, Hideyori a vécu dans la réclusion, tandis que des rumeurs propagées par son tuteur nommé par les Tokugawa Katagiri Katsumoto le dépeignant comme faible et inefficace, dans une tentative d'empêcher l'agression du shogunat. En l'an 1611, cependant, Hideyori rencontra Tokugawa Ieyasu, qui fut surpris de découvrir que le jeune homme était bien plus capable que prévu. En l'an 1614, Hideyori avait commencé à reconstruire le château d'Osaka et à rassembler une force de ronin et d'opposants au régime Tokugawa, un acte considéré comme une défiance. Bien que Katsumoto ait tenté de servir de médiateur. Proposant que Yododono soit envoyé à Edo comme otage pour apaiser les tensions, elle refusa. Soupçonnant une trahison, Yododono expulsa Katsumoto et d'autres fidèles au Tokugawa. La diplomatie étant rompue et la résistance armée s'intensifiant à Osaka, Ieyasu saisit l'occasion. Les Tokugawa lancèrent une campagne pour écraser les Toyotomi une bonne fois pour toutes, entamant ainsi le siège d'Osaka. On pense que Musashi a participé à l'armée des Tokugawa sous le commandement de Mizuno Katsutoshi, un puissant daimyo. Musashi aurait servi de garde du corps à Katsutoshi, jouissant désormais d'une réputation d'épéiste exceptionnelle. Bien que peu de choses soient enregistrées sur le rôle direct de Musashi dans le conflit, on sait qu'il a servi sous les ordres de Katsutoshi, qui a combattu et triomphé lors de la bataille de Domyoji pendant le siège d'Osaka. L'affrontement final eut lieu à la bataille de Tennoji en juin 1615 lorsque les forces Tokugawa encerclèrent dans le château d'Osaka. Dans une dernière tentative pour renverser la situation, Hideyori élabora un plan audacieux. Ses commandants Sanada Yukimura et Ono Orunaga devèrent engager les Tokugawa de front, tandis qu'Akashi Morishige lançait une attaque surprise par l'arrière. Au milieu de cette manœuvre, Hideyori lui-même sortirait du château pour charger, ralliant ses troupes sous la bannière de son père, Toyotomi Hideyoshi. Cependant, les forces Tokugawa dirigées par Ieyasu lui-même tinrent bon. Bien qu'Ieyasu ait été blessé au combat, Sanada fut tué et décapité, et l'attaque de flanc de Morishige s'effondra. La stratégie étant en ruine, Hideyori resta comme dernière ligne de défense. Un bombardement incessant détruisit alors une grande partie du château d'Osaka, qui prit ensuite feu, et peu après, Hideyori et sa mère Yododono se firent seppuku. Le jeune fils de Hideyori, dernier héritier de la lignée Toyotomi, fut exécuté, ainsi qu'innombrables ronin. Le siège d'Osaka marqua la dernière grande confrontation entre deux armées de samouraïs, et Musashi était là pour être témoin de la fin d'une époque. Il devait avoir environ 30 ans lors de cette bataille décisive. Miyake Gunbei était un vassal distingué au service de Honda Tadamasa. Quelques années après que Tadamasa eut établi son autorité sur la région, Musashi ouvrit un dojo dans la ville et afficha audacieusement une pancarte indiquant Miyamoto Musashi, le plus grand sabreur de tout le Japon. Avec cette proclamation, Tadamasa estima que c'était une offense à son autorité et à la réputation de son clan.
Il ordonna à son vassal le plus habile, Gunbei, de rendre visite à Musashi et de mettre sa prétention à l'épreuve. En l'an 1621, Gunbei se présenta chez Musashi, mais il dut attendre plus d'1 heure. Furieux, il s'exclama « Quelle insolence me faire attendre, moi, l'un des principaux vassaux du fief, alors qu'il n'est qu'un ronin sans maître !» Enfin, Musashi apparut et, sans s'excuser, déclara « Si j'avais su que votre visite était pour me défier en combat, je serais venu plus tôt. Mais j'étais en pleine partie de Go avec un invité. Si vous le souhaitez, nous pouvons aller dans le jardin maintenant. Choisissez l'arme, acier ou bois selon votre préférence. » Gunbei, de plus en plus irrité par le calme et l'assurance de Musashi, se retint, se rappelant que son seigneur lui avait ordonné de seulement tester les compétences de Musashi, et non de lui faire du mal. En entrant dans le jardin, Gunbei arracha un morceau de bambou pour s'en servir comme arme. Musashi prit son sabre en bois. Le duel fut terminé en un clin d'œil. Gunbei, stupéfait par la vitesse et la technique de Musashi, reconnut sans hésiter que Musashi avait vraiment mérité son titre. Il retourna auprès de Tadamasa et fit son rapport, affirmant que Musashi était le plus grand sabreur du pays. En l'an 1633, Musashi s'installa chez Hosokawa Tadatoshi, le daimyo du château de Kumamoto, qui venait de déménager dans le domaine de Kumamoto depuis Kokura. Pendant cette période, Musashi consacra une grande partie de son temps à l'enseignement, à la peinture et à l'introspection, ne participant qu'à peu de duels. Cependant, une rencontre notable eut lieu en l'an 1634, lorsqu'il croisa la route de Matabe, un maître renommé de la lance. Alors que Musashi séjournait à Kokura, Matabe lui rendit visite à plusieurs reprises, désireux d'apprendre du célèbre sabreur. À un moment donné, le seigneur d'Ogasawara demanda un duel officiel entre les deux guerriers. Bien que Matabe fût réticent, il ne pouvait pas refuser l'ordre de son seigneur. Pour le duel, Matabe prit une lance en bambou, Musashi un sabre d'entraînement en bois. Au début du combat, Matabe attaqua le premier, lançant des assauts rapides et disciplinés, mais Musashi, calme et posé, réduisit la distance et perça la garde de son adversaire, utilisant une garde médiane, remportant la victoire lors des 2 premiers assauts. Au 3e round, la lance de Matabe glissa entre les jambes de Musashi. À ce moment-là, Musashi fit un pas en arrière et déclara avec un sourire en coin. « J'ai été touché, donc cette fois, j'ai perdu. » Il se tourna ensuite vers les spectateurs rassemblés et loua l'habileté exceptionnelle de Matabe avec la lance. Plus tard, Matabe repensa à la rencontre. « Maître Musashi est un vrai adepte. Je n'ai jamais réussi à porter un coup. Il m'a accordé ce dernier round uniquement pour épargner ma fierté. » À ce moment-là, Musashi approchait de la 50aine, ayant dépassé son apogée physique. Mais d'après ce récit, il semblait inégalé en profondeur, en humilité et en grâce. En 1637, Musashi a participé à la répression de la rébellion de Shimabara, un soulèvement majeur contre le shogunat Tokugawa dans le domaine de Shimabara. La révolte, qui dura du 17 décembre 1637 au 15 avril 1638, fut déclenchée par des hausses d'impôts oppressives imposées pour financer la construction du château de Shimabara et la persécution brutale du christianisme. La rébellion était dirigée par le charismatique Amakushashiru, âgé de 16 ans, une coalition de ronins mécontents et de paysans catholiques. En réponse, le shogun Santoshi, le shogunat dépêcha une force de plus de 125 000 soldats, soutenus par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Les rebelles assiégèrent d'abord les châteaux de Tomioka et de Hondo, mais furent repoussés par des renforts venus des domaines voisins. Ils tentèrent ensuite de prendre le château de Shimabara, mais échouèrent de nouveau. Les rebelles se rassemblèrent sur les ruines du château de Hara, ancienne demeure du clan Harima. Là, ils fortifièrent leur position en utilisant le bois de leurs bateaux et les provisions qu'ils avaient saisies à plusieurs clans, se préparant ainsi à un dernier combat.
Sous le règne du shogun Tokugawa Iemitsu, les forces combinées des domaines locaux, dirigées par Itakura Shigemasa, assiégèrent le château de Hara, dernier bastion des rebelles de Shimabara. Parmi ceux présents se trouvait le légendaire sabreur Miyamoto Musashi, qui servait de conseiller militaire pour aider Hosokawa Tadatoshi. Bien qu'il ait joué un rôle principalement stratégique, l'un des rares récits vérifiables de la participation de Musashi à un combat actif raconte un moment où il fut désarçonné par une pierre lancée par un paysan rebelle, offrant un rare aperçu du guerrier désormais vieillissant. Pris au milieu du chaos de la guerre. Les forces du shogunat, peinant à briser l'impasse au château de Hara, firent appel aux Hollandais pour obtenir de l'aide. En réponse, les Hollandais fournirent de la poudre à canon et des canons, et un bombardement total de la forteresse rebelle commença. Malgré l'assaut constant, les défenseurs, pour la plupart d'anciens samouraïs aguerris, résistèrent au cours des mois et infligèrent de lourdes pertes aux troupes du shogunat. Les rudes conditions hivernales aggravaient le conflit pour les deux camps. Pourtant, les rebelles, isolés et coupés de leur ravitaillement, se retrouvèrent bientôt à court de vivres et de munitions. Le 4 avril de l'an 1638, dans un ultime acte de désespoir, plus de 27 000 rebelles lancèrent une attaque massive contre l'armée du shogunat, forte de 125 000 hommes. L'attaque échoua et les rebelles durent battre en retraite. 8 jours plus tard, les troupes du shogunat percèrent les défenses extérieures de la forteresse. Les rebelles restants continuèrent à résister farouchement, infligeant de lourdes pertes, jusqu'à ce qu'ils soient finalement submergés le 15 avril. Dans la foulée, le shogunat exécuta environ 37 000 rebelles et sympathisants lors d'une purge brutale. La tête tranchée d'Amakusashiro, le jeune et charismatique chef rebelle, fut emmené à Nagasaki et exposé publiquement pour servir d'avertissement aux autres. La rébellion de Shimabara fut le plus grand conflit civil de la période Edo et l'un des rares soulèvements majeurs durant le règne, par ailleurs stable et ordonné du shogunat Tokugawa. À ce stade, Miyamoto Musashi avait pris part à certains des événements les plus décisifs de l'histoire féodale du Japon, la bataille de Sekigahara, qui unifia la nation, le siège d'Osaka, qui entraîna la ruine du clan Toyotomi, et maintenant la rébellion de Shimabara, un dernier écho de résistance. C'était un homme qui avait été témoin de la mort sous toutes ses formes, sur le champ de bataille, en duel singulier et à travers les bouleversements d'une époque. Jusqu'à présent, la vie de Musashi avait été définie par des voyages incessants, des duels et une quête de maîtrise. Mais au fil des années, il commença à rechercher autre chose, la stabilité, un endroit où il pourrait poser son sabre, réfléchir à toute une vie d'expérience et coucher sa philosophie sur le papier. En l'an 1643, vers l'âge de 58 ans, il trouva ce refuge dans une paisible retraite bouddhiste, nichée à mi-hauteur d'une montagne. Là, dans la solitude d'une grotte de pierre, Musashi entama le dernier chapitre de sa vie. Entouré par la nature et le silence, il commença à écrire l'œuvre qui allait à jamais inscrire son nom dans l'histoire, le livre des 5 anneaux. Les 5 livres font référence à l'idée qu'il existe différents éléments du combat, tout comme il existe différents éléments physiques dans la vie. Il y avait un livre de la terre, de l'eau, du feu, du vent et du vide. Le livre de la terre introduit de façon métaphorique les arts martiaux, le leadership et l'entraînement, comparé à la construction d'une maison. Le livre de l'eau concerne la stratégie, la spiritualité et la philosophie. Le livre du feu évoque la chaleur du combat. Le livre du vent aborde les faiblesses que Miyamoto Musashi attribue aux écoles contemporaines d'escrime, expliquant que malgré leurs stratégies secrètes et anciennes, la plupart de leurs techniques proviennent d'autres arts martiaux. Le livre du vide, bien que court, énumère de façon philosophique la nature de la connaissance humaine et des choses qui ne peuvent pas être vues.
Miyamoto Musashi souligne que les gens doivent apprendre à percevoir ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou saisir. Dans le livre des 5 anneaux, Miyamoto Musashi expose et défend son célèbre style à 2 sabres, la voie de la marche. Seule est une œuvre brève mais profonde, écrite par Musashi seulement 1 semaine avant sa mort. Rédigée alors qu'il renonçait à ses biens matériels en préparation silencieuse à la fin de sa vie, elle comporte 21 préceptes. Sobre et sans compromis, le texte reflète la philosophie introspective de Musashi, une vie façonnée par la discipline, la solitude et une honnêteté inébranlable. Il offre un dernier aperçu de l'esprit d'un guerrier qui avait suivi son chemin seul, guidé par la clarté, le but et une détermination intérieure inébranlable. Voici ses 21 principes. Accepte tout exactement comme c'est. Ne cherche pas le plaisir pour lui-même. Ne dépend en aucune circonstance d'un sentiment partiel. Pense légèrement à toi-même et profondément au monde. Sois détaché du désir toute ta vie. Ne regrette pas ce que tu as fait. Ne sois jamais jaloux. Ne te laisse jamais attrister par une séparation. Le ressentiment et les plaintes ne sont appropriés ni pour soi-même ni pour les autres. Ne te laisse pas guider par le sentiment de désir ou d'amour. En toute chose n'aie aucune préférence. Reste indifférent à ton lieu de vie. Ne cherche pas la bonne nourriture. Ne garde pas les possessions dont tu n'as plus besoin. N'agis pas en suivant les croyances coutumières. Ne collectionne pas les armes et ne t'entraîne pas avec des armes au-delà de ce qui est utile. N'aie pas peur de la mort. Ne cherche pas à posséder de biens ou de terres en vieillissant. Respecte Bouddha et les dieux sans compter sur leur aide. Tu peux abandonner ton propre corps, mais tu dois préserver ton honneur. Ne t'écarte jamais de la voie. En rédigeant ses livres, Musashi était pleinement conscient que sa fin approchait, probablement à cause d'une maladie que l'on pense être un cancer. Le paradoxe de sa vie réside dans le fait qu'en affrontant la mort à maintes reprises sur le champ de bataille et en perfectionnant son art du sabre, il a transcendé les peurs terrestres pour atteindre une paix profonde, une illumination née à travers l'art du sabre. Cet éveil spirituel distingue Musashi comme un guerrier extraordinaire, sans égal. Au-delà de sa prouesse martiale, Musashi était un artiste et un écrivain talentueux, doué en peinture, en sculpture et en poésie. Il est décédé en l'an 1654, et l'un de ses élèves a décrit ses derniers instants. Miyamoto Musashi s'est fait redresser, a serré sa ceinture et a fixé son sabre court. Assis avec un genou relevé, il tenait son sabre dans la main gauche et sa canne dans la main droite. C'est dans cette posture digne, à l'âge de 62 ans, qu'il a rendu son dernier souffle. Les principaux vassaux de Lord Hosokawa et d'autres officiers ont solennellement célébré les rites funéraires, érigeant une tombe pour lui sur le mont Iwato sur ordre du seigneur. La légende raconte que pendant les funérailles, un éclair a traversé le ciel, comme si la nature elle-même marquait le passage d'une grande âme. Beaucoup considèrent Musashi comme le plus grand samouraï ayant jamais existé, victorieux de plus de 60 duels, participant à d'importantes batailles, auteur d'ouvrages philosophiques et créateur de son propre art martial. L'une de mes citations préférées, m'entrant dans le livre du feu composé par Musashi, dit ceci. De même qu'un homme peut vaincre 10 hommes, 1000 hommes peuvent vaincre 10 000. Cependant, vous pouvez devenir un maître de la stratégie en vous entraînant seul avec un sabre afin de comprendre les stratagèmes de l'ennemi, sa force et ses ressources, et apprendre à apprécier comment appliquer la stratégie. Pour vaincre 10 000 ennemis. Merci infiniment à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo.
Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.